Dracula, l'amour plus fort que la mort, et Frankenstein Junior pour vous faire frémir de plaisir. Bonne fin de soirée à vous, surtout passez un très joyeux Noël. Bonne soirée sur France 3. Était-il le Fils de Dieu? A-t-il vraiment existé? Et si oui, qui était Jésus? Un numéro culte et inédit de l'ombre d'un doute s'impose après Soir 3. Les leçons d'histoire de la France, la leçon de foot de David Beckham peut-être bientôt à Paris et le cinéma d'auteur qui fait la leçon aux grands distributeurs, c'est Soir 3, juste après la météo de Florence Klein. Peut-on imaginer un monde sans femmes? À 20h35, 10 000, le jour où tout a vraiment commencé. Puis à 23h, la légende de Beowulf avec Angelina Jolie, John Malkovich et Anthony Hopkins. 2 films inédits pour votre grande soirée cinéma, demain sur France 3. Évadez-vous en regardant votre film avec Groupama. Le problème avec les huîtres marraines Oléron, c'est qu'il ne faudrait jamais commencer. Huîtres marraines Oléron, clairement unique. Mulan, c'est moi. Et je vais vous conter mon histoire. Pendant que certains mangent leur dinde et que la bûche est encore au frais, profitez d'un réveillon pas comme les autres sur France 3. Installez-vous confortablement sur votre canapé, mangez vos gâteaux préférés et faites votre numéro. Entrez dans la légende de Mulan, vous êtes les rois de la piste. Et retenez votre souffle avec le 32e Festival international du cirque de Monte-Carlo. Ce réveillon, c'est le vôtre, samedi dès 20h35 sur France 3. On se retrouve tous devant la météo sur France 3 avec les chocolatiers Jeff de Bruges. Bonsoir, demain ce sera le premier jour de l'hiver et pourtant il fera très doux et nous aurons encore beaucoup de grisailles avec une perturbation qui termine son passage sur l'Est. Alors elle perd de son activité, on va simplement retrouver quelques pluies, un peu de neige mais à plus haute altitude, 1600 mètres pour les Alpes. Et puis attention, on a toujours ce risque d'avalanche fort, risque 4 sur 5 sur les Savoies et sur les Hautes-Alpes. À l'arrière, beaucoup de grisailles sur le nord-ouest, alors on va dire une grisaille un peu plus légère. Allez, peut-être nous aurons quelques éclaircies et puis sur le sud, ce sera du soleil, mais avec du vent très fort, 90 km/h par rafale. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, beaucoup de grisailles partout, et simplement les pluies qui régressent vers le nord-est et qui devraient quitter le pays peu à peu. Pour les températures, demain matin, je vous le disais, pour ce premier jour de l'hiver, c'est le redout des températures exceptionnelles, qui sont même plus élevées que ce que nous devrions avoir dans l'après-midi. Regardez, des températures supérieures à 10 degrés sur la façade atlantique, et nous n'aurons pas de gelée, même sur l'est. Pour l'après-midi, même chose, le thermomètre monte partout, donc des températures vraiment très agréables pour l'ensemble du pays. Et ça va continuer avec vendredi, l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Elle va traverser très rapidement le pays avec des pluies et un petit renforcement du vent. Déjà sur le sud, c'est l'amélioration avec l'anticyclone qui se réinstalle. Et pour samedi, eh bien, nous devrions avoir un réveillon plus calme, avec un temps plus agréable, sauf sur le sud, où là, on aura du Mistral à 100 km/h. Pour le reste, donc pour dimanche 25 décembre, c'est un temps vraiment assez ensoleillé, hein. On aura bien sûr quelques brouillards ou quelques nuages bas. Lundi, mardi et mercredi, même type de temps, avec simplement l'arrivée de petits nuages par le nord. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Vous retrouvez tout de suite Patricia Loison pour Soir 3. Bonsoir. C'était la météo sur France 3 avec les chocolatiers Jeff de Bruges. Côté souvenir de Noël, certains
mémoire très courte. Je sais plus, c'était quand j'étais petit. Côté chansons de Noël, on ne risque pas de les oublier. Certains les ont même immortalisés. Répétition générale. Tout le monde chante En attendant Noël, vendredi à 20h35 sur France 3. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici les titres de Soir 3. La France fait-elle de la diplomatie ou de la politique intérieure en s'apprêtant à interdire toute contestation du génocide arménien? Nous poserons la question à l'auteur de ce texte, la députée UMP Valérie Boyer, et nous prendrons la température du patronat turc à Istanbul. À 3 jours de Noël, 400 policiers et gendarmes sur le pied de guerre pour être prêts à remplacer dès demain matin les agents de sécurité grévistes dans les aéroports. À Paris, la grève des écrans, cette fois dans 2 salles chéries des cinéphiles. Leurs dirigeants dénoncent l'appétit des grands circuits qui raflent aussi la distribution des films d'auteur. Enfin, le doublé du PSG, un titre de champion d'automne ce soir et probablement une nouvelle recrue star dont l'arrivée affole Paris, j'ai nommé David Beckham. Officiellement, il s'agit de transposer une décision européenne contre le racisme et la xénophobie à l'arrivée. Ces amendements se traduiront bel et bien par des sanctions allant jusqu'à la prison pour les contestataires du génocide arménien. Depuis lundi, des délégations turques font du lobbying à Paris. Frédéric Maillard, Xavier Deperte. Ils brandissent la menace d'une crise diplomatique irréparable entre Paris et Ankara. Depuis le début de la semaine, ces députés turcs accélèrent leur lobbying. Objectif, l'abandon par la France de cette proposition de loi sanctionnant toute négation du génocide arménien. Peine prévue par la loi, 1 an de prison et 45 000 € d'amende. C'est pour nous une surprise. Et on ne peut l'expliquer que par la tentative de gagner des voix à la prochaine élection française. Dans les rues d'Istanbul, ces manifestants brandissent leur colère contre la France. Sur ces banderoles, on peut lire « Nous n'avons pas commis de génocide, nous avons défendu notre pays ». La presse turque vilipende Nicolas Sarkozy, qu'elle croque en Bonaparte et surnomme le vilain monsieur. Au Parlement turc, on approuve ce bras de fer avec Paris. Mais dans l'hémicycle français, députés de droite et de gauche soutiennent le texte, même si la question de légiférer sur le passé fait débat. Un génocide de cette ampleur ne peut pas être nié avec autant de cynisme. Je ne suis pas sûr que le législateur soit compétent pour écrire l'histoire qui a plus de 50 ans. Pourquoi ne laisse-t-on pas faire les historiens ? Malgré le risque d'une crise diplomatique et de sanctions économiques des Turcs, cette loi devrait être votée demain à l'Assemblée. Les massacres de milliers d'Arméniens au début du XXe siècle en Turquie empoisonnent les relations d'Ankara. Il y a quelques jours, le Premier ministre turc a pour la première fois présenté des excuses pour des exécutions en masse dans les années 30, mais pour les précédentes victimes, pas un mot. Géraldine Delinger, Luc Edrich. 24 avril 1915, les massacres commencent. 600 notables arméniens sont assassinés à Istanbul. Le début d'un génocide qui va faire 1 500 000 victimes selon les Arméniens, de 200 à 500 000 pour les Turcs. Des chrétiens accusés d'être vendus à l'ennemi russe, coupables surtout d'entraver l'unification de l'Empire ottoman en plein déclin. Ce génocide, les Turcs l'ont toujours nié. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Il y a une autre raison qui est la question des spoliations de la nation arménienne qui a été éradiquée de la carte de l'Asie mineure, une spoliation totale, et bien une reconnaissance impliquerait des réparations. En 1923, lors de la création de l'État turc, les jeunes nationalistes prennent le pouvoir. Ce sont eux qui ont ordonné ces massacres. Aujourd'hui, leurs descendants sont toujours aux affaires. Pour eux, réfuter ces faits est une question d'honneur. Pourquoi ne pas accepter que le Parlement turc passe une loi sur les crimes de l'armée française en Afrique du Nord et puis qu'on poursuive des militaires français un peu partout dans le monde? Pourquoi pas? Parce que tout simplement, la Turquie ne veut pas plier le genou devant des instances internationales. Pourtant, la pression continue de s'exercer, surtout française. En octobre dernier, Nicolas Sarkozy était en Arménie, à Erevan. Une visite symbolique durant laquelle déjà, il exhortait la Turquie à reconnaître le génocide.
Bonsoir Valérie Boyer. Bonsoir. Vous êtes la députée avec qui la brouille avec la Turquie pourrait arriver demain, si ce texte à terme est adopté. Valérie Boyer, en pleine négociation avec la Turquie sur ce qui se passe en Syrie, en pleine crise économique, est-ce que c'était vraiment le bon moment pour proposer ce texte ? Vous savez, on est dans un problème de droit interne français, puisque je rappelle que ma proposition de loi vise à harmoniser le droit français. En 2001, la France a reconnu le génocide arménien, son existence, comme de nombreux pays démocratiques, comme la Russie, le Canada, l'Argentine, la Suède, l'Italie et même l'Allemagne. La directive européenne date de 2008, ça fait 3 ans. On a attendu 3 ans, on pouvait attendre peut-être un peu plus longtemps. Pourquoi on l'a fait ça maintenant? Parce que le président de la République et le gouvernement ont souhaité laisser le législateur s'exprimer. Et en mai, le Sénat a examiné un texte qui a été rejeté, qui avait le même objectif. Moi, j'ai eu l'idée de m'inspirer du droit européen et de transposer cette directive dans le droit européen qui ne vise pas la Turquie, qui ne cite même pas la Turquie dans son texte, mais qui s'appuie sur le droit français qui reconnaît un génocide pour faire en sorte que les personnes qui nient l'existence de ce génocide puissent être sanctionnées. La critique qu'on entend beaucoup, qu'on a dû beaucoup vous faire aussi, ça vient des Turcs, mais pas seulement, c'est ce qu'on reproche souvent à la France, c'est d'être donneuse de leçons. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, par exemple, disent pourquoi on ne balaye pas devant notre propre porte? Pourquoi la France ne fait pas plus de textes sur ce qui s'est passé en Algérie, plus récemment sur ce qui s'est passé au Rwanda, par exemple? Est-ce que c'est des critiques que vous recevez? Écoutez, la France a reconnu, je ne veux pas faire l'amalgame, ni rentrer dans la polémique des lois mémorielles. Ce texte n'est pas une loi mémorielle. C'est une décision technique, c'est une harmonisation pour mettre en cohérence le droit français par rapport à la reconnaissance du génocide de 2001. C'est du langage technique que vous notez bien sûr que c'est une loi mémorielle. Non, c'est la loi mémorielle, la loi mémorielle, c'était 2011. Aujourd'hui, cette loi mémorielle avait besoin, on avait besoin d'aller plus loin pour que le texte ait une certaine puissance, un certain effet. Moi, je suis très impressionnée et très choquée par l'attitude aujourd'hui d'une puissance étrangère qui s'immisce dans les affaires intérieures françaises et qui pratique la diplomatie de la menace. Ce n'est pas du tout notre objectif. Ce texte n'est pas dirigé contre la Turquie. Il est là pour des raisons de dignité humaine, pour des raisons de droits de l'homme. C'est une promesse du candidat Nicolas Sarkozy. C'est un engagement que le président Nicolas Sarkozy a tenu à Yerevan. Et c'est un engagement qui est tenu et une promesse qui est faite par l'ensemble des dirigeants des grands partis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, effectivement... C'est pas une promesse électorale ou électoraliste, c'est pas un geste électoraliste de faire ça. Il y a 500 000 voix, je crois, d'Arméniens en France à 5 mois de l'élection présidentielle. Vouloir gagner les élections n'est pas un péché. C'est quand même ce que l'on fait quand on fait de la politique, parce que quand on a des convictions, on a envie de les faire partager. Mais là, à droite comme à gauche, la question est la même et l'objectif est le même, c'est-à-dire faire en sorte que les négationnistes puissent être pénalisés. Donc aujourd'hui, l'ensemble des partis politiques souhaitent qu'on aboutisse dans la dignité sur cette promesse. Quels sont les partis qui sont contre? Pas les partis, mais il y a les députés socialistes. Vous restez avec moi, on va continuer cette discussion. Je vous propose de regarder ensemble quelques chiffres avant de rejoindre le représentant du MEDEF turc pour voir l'ampleur de nos relations justement avec la Turquie. 5e partenaire, la France de la Turquie. 3e investisseur étranger, 1000 entreprises en Turquie, Alain Juppé l'a rappelé, c'est-à-dire 10 milliards d'euros d'échanges commerciaux et cette année 735 millions d'excédents pour la France. Le coordinateur du MEDEF turc, Bahadir Kaliagassi, est avec nous depuis Istanbul. Bonsoir monsieur, est-ce que les menaces brandies par votre gouvernement vont être appliquées? Est-ce que vous allez effectivement boycotter les entreprises françaises? Il n'y a ni de menace, d'ailleurs, ni de négation. Donc, il y a beaucoup de désinformation dans ce sujet. Hélas, par des politiciens qui agissent pour manipuler les sentiments ethniques. Il n'y a pas de menace, il y a juste un étonnement, un choc, puisque la France a toujours eu de bonnes relations avec la Turquie. Tout va bien, c'est une démocratie. Les démocraties, d'habitude, n'adoptent pas des positions hostiles, agressives vis-à-vis des autres peuples, les autres démocraties. Et la dignité humaine est aussi importante pour nous que pour les Français. Et c'est un débat qui est en cours, en évolution. Donc on attendait de la France de jouer un rôle de réconciliateur, de promouvoir la réconciliation à la fois entre la Turquie et l'Arménie, à la fois entre la Turquie et son passé. Il n'y a pas du tout de négation, mais le mot génocide et le mettre dans le même panier que le génocide juif, évidemment, ça pose des problèmes. Sinon, on aura des conséquences, évidemment,
puisque la crédibilité des valeurs républicaines, des valeurs européennes, françaises seront ébranlées par cette crise et l'économie et de bonnes relations économiques seront touchées. Imaginez, bon, on a tellement de défis internationaux, des défis économiques, des défis politiques, des enjeux économiques énormes. Et avec les entreprises françaises et les entreprises turques font de très bonnes affaires. Et tout d'un coup, il y a cette hostilité. La Turquie est un pays en pleine croissance, c'est un pays qui génère des emplois en France, c'est un pays qui est en train d'adopter par exemple le droit de l'environnement de la communauté européenne, qui ouvre des marchés de plus de 40-50 milliards d'euros. Ajouter cela l'aviation, les énergies renouvelables, tout ce qui a à faire avec les nouvelles technologies. Donc il y a plus de 100 milliards d'euros de marché qui s'ouvrent en Turquie grâce à la croissance de la prospérité pour tout le monde. Et nous voulons travailler. Nous travaillons avec les entreprises françaises qui sont parmi les plus compétitives dans le monde. Merci, et tout d'un coup, on a ces problèmes. Donc tout le monde est malheureux, évidemment. C'est tout. Merci d'avoir exposé le point de vue du patronat turc. En quelques mots, une réaction, Valérie Boyer, peut-être? Je suis heureuse de constater qu'il n'y a pas de problème. Pour nous, il n'y en a pas, puisque, je vous le répète, c'est une transposition qui ne cite pas la Turquie, qui s'appuie simplement sur un problème de droits de l'homme. Je rappelle quand même que ce génocide a eu lieu en 1915, que les 2 tiers de la population arménienne a été déportée ou massacrée, et qu'aujourd'hui, c'est un devoir de mémoire, et qu'un crime contre la démocratie, c'est aussi l'oubli. Donc nous ne souhaitons pas oublier, et cette démarche n'est pas visée contre les Turcs, elle vise simplement à tenir nos engagements. D'ailleurs, que l'on soit de droite ou de gauche, cet avis est partagé. Merci beaucoup Valérie Boyer d'avoir été l'invitée de Soir 3. L'essentiel de l'actualité hexagonale est rassemblé tous les soirs dans le journal du jour par Marie-Pierre Courtelmont, qui s'arrête d'abord sur ce 6e jour de grève dans les aéroports. Les CRS et la police aux frontières demain à l'aéroport de Roissy. Ils remplaceront les employés chargés de la sécurité en grève depuis 6 jours. Il est quand même normal que l'État prenne des dispositions si à un moment il y a une situation de blocage et que des Français ne peuvent pas rejoindre leur famille. Les négociations entre syndicats et patronat ont à nouveau échoué en fin d'après-midi. Aujourd'hui, les patronats sont fermés, ils ne proposent même pas au moins 150 € ou 100 € façon de parler. Ils sont fermés, mais complètement fermés à la discussion. Visiblement, personne n'est d'accord pour lâcher quoi que ce soit. C'est ça le résultat. Ils ne veulent rien lâcher au niveau des 200 €. L'armée française savait que le juge Borrell a bien été assassiné à Djibouti, selon un militaire chargé des écoutes et en poste à l'époque dans ce pays. Le juge ne se serait donc pas suicidé, comme le disait jusqu'à présent la version officielle. Le corps de ce magistrat avait été retrouvé carbonisé en 1995. Il enquêtait à l'époque sur un trafic d'armes impliquant l'actuel président de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh. J'ai appris qu'effectivement l'État français savait depuis le jour de la découverte du corps de mon mari que celui-ci avait été assassiné. Je sais que des notes des services existent à ce sujet. Et c'est vrai que là maintenant, il faut que les masques tombent et qu'on nous explique comment on a monté cette opération depuis le matin de la mort de mon mari. Faire réparer votre voiture pourrait peut-être bientôt vous coûter moins cher. Le Sénat débat en ce moment même de la levée du monopole des constructeurs automobiles sur la vente des pièces détachées, en vigueur jusqu'à présent. Là, il n'y a pas de concurrence. Donc le constructeur, en l'occurrence, met le prix qu'il veut et applique les hausses, tous les ans applique des hausses qui sont importantes et qui sont excessives par rapport au pouvoir d'achat du Français moyen. Le prix des pièces détachées pourrait ainsi baisser de 20 à 30%. Elle faisait la une des journaux français hier. Aujourd'hui, les prothèses mammaires défectueuses s'invitent ailleurs en Europe et notamment à Londres. Première étape de l'Eurozapping d'Émilie Tran-Guyenne. L'actualité française inquiète aussi la Grande-Bretagne. 250 femmes britanniques ont porté plainte après rupture de leur prothèse mammaire. Outre-Manche, entre 40 et 50 000 femmes ont des prothèses de la marque PIP. Et si en France il est question de réopérer certaines femmes et de les aider à financer l'opération, en Grande-Bretagne, le discours est tout autre.
Ces femmes ne doivent pas paniquer. Nous avons mené de très nombreux tests chimiques et nous n'avons trouvé aucune preuve de leur toxicité. Des deux côtés de la Manche en tout cas, on attend la réponse des autorités françaises d'ici à la fin de la semaine. Grève surprise en Belgique. Décidément, il ne fait pas bon être navetteur du rail. Initialement prévu demain, le mouvement social a en fait débuté aujourd'hui. Et déjà, la majorité des trains ne circulent plus en Wallonie et à Bruxelles. Forcément un peu surpris. Monsieur, je peux vous demander ce que vous attendez? Le train. Mais il n'y a pas de train aujourd'hui Non, pas du tout, il n'y en a aucun. Ah. Je ne savais pas. Une grève qui devrait durer jusqu'à jeudi minuit, car le Parlement veut reculer l'âge de départ en retraite anticipée. Il pourrait passer à 62 ans au lieu de 59 aujourd'hui. En Grèce, Noël rime avec déprime. Le taux de chômage frise les 20% et mesures d'austérité obligent, on n'a plus un euro en poche. Les gens ne veulent pas vraiment acheter quelque chose. Ils se sentent obligés à tel point qu'ils ne peuvent pas cacher leur mauvaise humeur. Résultat, les ventes de Noël ont chuté de 30%. Le Père Noël grec est bien fauché. Et les gens fauchés en Angleterre, eux, n'attendent pas le Père Noël, mais le couple princier. William et Kate se sont rendus en personne à l'association caritative Centrepoint, qui soutient des jeunes sans-abri. Aide en cuisine, présentation de leurs photos de mariage, une visite royale. C'est la crise aussi pour les patrons des salles d'art et d'essai en France. Les grands circuits de distribution les concurrencent désormais sur leur terrain les films d'auteur. Le Balzac, à Paris par exemple, n'a pas pu obtenir la copie du dernier film de David Cronenberg dont on vous a parlé dans Soir 3, alors qu'il a contribué à faire connaître ce réalisateur. Marie-Pierre Courtelmont, Anaïs Barr et Georges Minangua. À quelques jours de Noël, le temps est maussade sur les Champs-Élysées. Si certains comptaient se réfugier dans le velours chaud d'un cinéma, il ne faut pas compter sur le Balzac, une salle spécialisée dans les films d'art et d'essai. Ici, l'ambiance est tout aussi grise. Le patron a décidé de fermer pour une semaine. Le cinéma n'a pas eu l'autorisation de diffuser ce film très attendu de David Cronenberg. La grande salle restera vide. Il faut absolument que nous puissions vivre de la fréquentation du public. Or, si nous n'avons que des films de grande qualité, mais petits films, considérés comme petits films, nous n'arrivons plus à payer nos loyers et nous disparaîtrons. Il y a 20 ans, le Balzac avait déjà éteint les projecteurs. Cet écran noir sur les Champs-Élysées est un nouvel épisode du conflit qui oppose distributeurs, grands circuits et petites salles. Une querelle récurrente qui se poursuit et s'intensifie. Les multiplexes, dont le nombre de salles ne cesse d'augmenter, ne se contentent pas des blockbusters. Ils programment parfois des films d'auteur, comme Le Havre, la dernière œuvre de Coris Maki. Il faut bien voir que les multiplexes qui, des fois, se targuent de faire de l'arrêt-essai, ne font que de l'arrêt-essai porteur. C'est-à-dire qu'ils vont passer Almodovar, mais ils vont pas passer des auteurs plus difficiles. Et sans ces salles d'arrêt-essai qui, eux, continuent, vaille que vaille, à passer des auteurs difficiles, ces cinéastes n'auraient pas de public du tout. La France possède plus de 1000 salles d'arrêt-essai. Beaucoup sont en très grande difficulté. Elles ne survivent que grâce aux subventions du Centre national du cinéma. Et aujourd'hui, France Télévisions s'associe à la grande fête du court-métrage, le jour le plus court. À l'initiative du CNC, cette manifestation veut faire du 21 décembre, jour le plus court de l'année, un nouveau rendez-vous. Pour cette première édition, plus de 1800 événements se sont déroulés dans toute la France. Entre économie, sport et people, son arrivée affole l'Hexagone. David Beckham et sa très médiatique petite famille seraient prêts à rejoindre Paris et le PSG pour 800 000 € par mois pour le joueur. Les Qataris, nouveaux propriétaires du club parisien, auraient donc remporté leur pari, faire venir la star Beckham pour donner du lustre international à leur dernière acquisition. Autre bonne nouvelle pour le club parisien ce soir, la couronne de champion d'automne qu'il s'est offert ce soir. Mathieu Méranville. Antoine Comboiré peut exulter. Caro fait plancher 4 experts économistes, chefs d'entreprise politiques qui livrent 12 idées pour relancer la croissance. Enfin, le coup de main de Libération pour éventuellement finaliser votre liste de Noël.
L'inquiétude dans les hôpitaux après la décision du Conseil constitutionnel de censurer un article de loi. Ce dernier autorisait les médecins étrangers à exercer en France jusqu'en 2014. Désormais, les voilà interdits de travailler à partir du 31 décembre prochain. Dans l'Orne, 16% des praticiens ont obtenu leur diplôme en dehors de l'Union européenne. Rien qu'à l'hôpital d'Argentan, ils sont une dizaine dans ce cas. Il y avait eu cette loi ou cet amendement qui était vraiment pour nous un grand soulagement. Et depuis 2 jours, c'est en quelque sorte un coup de tonnerre, comme on le dit, dans un ciel bleu pour nous. En France, plus de 4000 médecins étrangers exercent dans les hôpitaux. La qualité et l'offre de soins dépendent de leur présence. Il paraît donc inconcevable de se passer de leurs compétences. À 10 jours de l'échéance, le gouvernement doit trouver une solution en urgence. Un nouveau projet de loi sera présenté à l'Assemblée nationale le 18 janvier prochain. Ce drame à Vichy, où le corps d'un bébé a été retrouvé dans un congélateur. La locataire de l'appartement, arrêtée dans le sud de la France, a reconnu être la mère de ce petit garçon, né en 2008. Une femme sans histoire, selon ses voisins. Les volets étaient toujours fermés, pratiquement fermés, ces volets. Vous n'avez pas vu de bébé? Rien du tout. Aucun bébé. Rien. Pas de petit enfant, rien. C'est pour ça que, je sais pas, je suis étonnée, elle avait sa grande fille, quoi, c'est tout. Moi, je pensais qu'elle avait juste cet enfant, alors je sais pas. Je n'ai pas vu un gros ventre, non, rien. La jeune femme a été mise en examen pour homicide volontaire et écrouée à la maison d'arrêt de Riom. S'agit-il d'une nouvelle affaire de déni de grossesse? Pour l'heure, il est trop tôt pour le dire. L'autopsie du bébé aura lieu dans les jours qui viennent. Elle permettra de déterminer si l'enfant était viable à la naissance. Fait divers, toujours avec une vidéo qui fait scandale. La scène se déroule dans un restaurant de Val Thorens, en Haute-Savoie, où un député anglais dîne avec des amis. Une soirée du plus mauvais goût, au cours de laquelle les convives entonnent des chants hitlériens. L'un d'eux est même déguisé en soldat nazi. En Grande-Bretagne, l'affaire fait grand bruit et le député mis en cause, Aidan Burley, a été contraint à des excuses publiques. De son côté, SOS Racisme envisage de porter plainte et même de réclamer la démission de l'élu britannique. La colère de certains habitants de Grasse dans les Alpes-Maritimes. Moutons, poules ou coqs, plusieurs de leurs bêtes ont été tuées. Selon eux, il n'y a aucun doute, ils accusent le loup appartenant à l'un de leurs voisins d'être à l'origine de ces attaques. Sous cette bâche, les cadavres de plusieurs bêtes, probablement tuées par un loup. Voilà. Le beau coq et les oies. Qu'est-ce qui s'est passé alors? L'animal en question, le loup, le chien, et il les a tous massacrés. Hein. Il les a tués, il a égorgé le mouton. Un mouton égorgé, plusieurs animaux du voisinage attaqués. Ce matin, l'émotion fait place à la colère. Tout le monde est choqué, tout le monde est brisé, même les voisins qui venaient apporter du pain, des légumes régulièrement. Tout le monde est assez choqué. Hein. Pour Martial Gessa, l'auteur de ces attaques ne fait aucun doute. Il y a même un témoin. Un de mes amis qui venait de me rendre visite a assisté à la scène à la fin et quand il a vu du monde, le loup s'est sauvé. Le loup, le voici attaché dans une villa en contrebas. Lundi, il aurait réussi à s'échapper de son enclos. Apparemment, son propriétaire est rarement présent et c'est un gardien qui veille sur lui. Mais ce matin, impossible d'avoir plus de précision. Moi, je suis la gardienne, j'ai rien à dire, quoi. Est-ce que c'est possible de joindre le propriétaire directement? Ils sont injoignables. Ils sont injoignables, on peut passer que par vous? Voilà, injoignables. Assis-toi, Tanga. Tanga, assis-toi. Tanga, elle aussi, a été attaquée par le loup. Mordue au poitrail, elle a été traînée sur plusieurs mètres. Du coup, entre voisins, la colère gronde. On s'organise et on pense même à des poursuites judiciaires. Et puis il m'a tué déjà 4 poules. Moi, déjà, j'ai porté plainte, je mets une main courante. Mais... Oui, hein. oui. Hein? On ne va pas aller très loin, vous avez dit pareil. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Pour posséder un loup, les conditions de sécurité sont drastiques, mais impossible de savoir si celui-ci est détenu de façon légale. L'image du jour, c'est cet adorable bébé phoque né au musée de la mer à Biarritz. C'est le 5e à naître dans cet aquarium depuis 2005. L'animal pèse une quinzaine de kilos et mesure 80 cm, mais il faudra attendre quelques semaines pour savoir si c'est un mâle ou une femelle.
Comme chaque semaine, nous avons une pensée pour les 5 Français retenus en otage dans le monde. Nous ne les oublions pas. Soir 3 revient demain à 22h20. Soyez là tout de suite à quelques jours de Noël. Votre magazine L'ombre d'un doute se demande qui était Jésus. Très bonne soirée d'histoire sur France 3. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info. Qui était-il? Dans l'ombre d'un doute, Franck Ferrand revient pour nous sur les traces de Jésus. Tout de suite sur France 3.